Si l'Amérique se déboise d'une manière si effrayante chaque année, que dire de l'Europe? Encore quelques années, elle aura atteint la calvitie la plus complète. Les forêts auront disparu en grande partie du continent européen. Demandez-vous ce qu'il restera des forêts dans quelques siècles d'ici, dans le monde entier, si le déboisement continue. Savons-nous prévoir quelle influence funeste le déboisement peut avoir sur l'économie du règne organique et sur notre santé? Nullement. Car au lieu de les détruire, nous les conserverions religieusement. Avons-nous oublié que les végétaux sont non seulement nécessaires à l'homme pour sa nourriture, pour son chauffage, pour cuire ses aliments, mais bien plus que tout cela, pour sa respiration, qui est la première condition de la vie organique. En absorbant l'acide carbonique et dégageant l'oxygène, les végétaux enlèvent à l'air son gaz délétère et restituent aux poumons de l'homme le gaz respirable, l'oxygène. Que c'est à cette condition seulement que l'hématose peut se faire normalement. Oublions-nous que l'air chargé d'acide carbonique est impropre à la respiration? À quel moment la main imprudente de l'homme vient-elle frapper le règne végétal avec le plus de rage? Et c'est précisément au moment où l'homme en a le plus besoin, où l'air se vicie chaque jour de plus en plus. Les masses d'acide carbonique et d'oxyde de carbone, ces deux gaz délétères, répandus dans l'air, augmentent d'une manière effrayante. Eugène Melchior Péligot nous dit quelque part que l'acide carbonique, résultant de la houille et des autres combustibles minéraux, dont l'extraction, qui présente chaque année une augmentation si rapide, dépasse aujourd'hui 550 millions de quintaux métriques par an, pour l'Europe seulement. Or, il a calculé qu'en admettant que ces combustibles contiennent 80% de carbone en moyenne, leur emploi répand dans l'air 80 milliards de mètres cubes d'acide carbonique par an. Et il ajoute qu'il paraît vraisemblable que la production d'acide carbonique l'emporte sur la quantité dont les végétaux font l'emploi. Or, si vous voulez calculer que les forêts de l'Amérique se déboisent, que l'Europe et les pays civilisés se déboisent de plus en plus, et que la proportion d'acide carbonique et d'oxyde de carbone ira en centuplant à l'infini, à mesure que l'homme sera plus industrieux et se servira plus de charbon de terre, vous pouvez prédire que dans 100 ou 200 ans, le monde, étant sillonné de chemins de fer, de bateaux à vapeur, étant couvert d'usines, de fabriques, dégagera des billions de mètres cubes d'acide carbonique et d'oxyde de carbone. Et comme les forêts auront été détruites, ces centaines de billions d'acide carbonique et d'oxyde de carbone pourront bien troubler un peu l'harmonie du monde organique au point de vue de son hygiène. Surtout quand on pense que dans les grands centres, 1 millième de plus d'acide carbonique dans l'air suffit pour étioler une population tout entière. Voyez si à Paris la population jouit d'une aussi bonne santé que celle de la campagne. Mais me direz-vous, cela vient de ce qu'à Paris la vie est tout artificielle, tout autre que celle que prescrit l'hygiène. Or, je prétends que 110 milliards de quintaux métriques de charbon de terre retirés du sein de la terre sans discernement et au hasard, c'est-à-dire non plus 55 milliards d'un côté et 55 milliards de l'autre, ce qui maintiendrait l'équilibre, mais exclusivement en Europe, comme l'écrit Eugène Melchior Péligot, je prétends que ces 110 milliards que nous aurons enlevés d'ici à 200 ans, ajoutés aux 20 à 30 milliards que nous avons enlevés depuis 50 ans, je dis que ces 150 milliards de quintaux métriques de charbon de terre pourront bien changer le centre de gravité du globe et faire dévier l'axe de la Terre. C'est peut-être à cela que nous devons ces changements climatériques qui nous étonnent aujourd'hui. L'on objectera que la Terre est énorme, j'en conviens. Mais le chiffre de déplacement est assez considérable pour entrer en compte dans la balance de l'équilibre. Je crois donc qu'on ne doit pas le négliger. Tout énorme que nous paraisse la Terre, elle n'est point infinie. Et le travail humain, lui, est infini avec les siècles.
L'homme finissant par troubler l'harmonie du globe, c'est l'histoire de la goutte d'eau qui finit par percer le rocher. C'est l'histoire de l'anévrisme qui finit par perforer les eaux. Il ne faut donc jamais dire « qu'est-ce que cela ?» Je comprendrai encore une fois qu'un sauvage de l'Amérique du Sud qui n'aurait jamais quitté sa forêt vint me dire que la Terre est infinie et que l'homme, par conséquent, ne peut pas la troubler, ne peut la troubler. Aujourd'hui, avec la science, la proposition est entièrement renversée. C'est l'homme qui est infini, grâce à la science. Et c'est la planète qui est finie. L'espace et le temps n'existent plus par la vapeur et l'électricité. La Terre n'est plus pour nous, hommes du XIXe siècle, qui pouvons en faire le tour 40 ou 50 fois dans notre vie ce qu'elle pouvait être aux yeux des hommes de l'Antiquité, qui n'en avaient jamais mesuré la circonférence. Pour nous, elle est limitée, très limitée, puisque nous pouvons en faire aussi vite le tour qu'un Grec eût pu faire le tour de l'Attique. Or, quand on voit une chose aussi limitée que la Terre et une puissance aussi illimitée qu'est celle de l'homme armé du levier de la science, l'on peut se demander quelle action peut avoir un jour cette puissance illimitée sur notre pauvre Terre, si limitée et si bornée aujourd'hui. Un texte de Eugène Husard, de 1857, L'arbre de la science. Florence Delay, Jacques Roubaud, partition rouge. Le premier monde. Du blanc se leva à l'est et ils pensèrent, c'est le jour. Du bleu se leva au sud, c'était encore le jour pour eux et ils se mirent en marche. Du jaune se leva à l'ouest et ils virent que c'était le soir. Alors, du noir se leva au nord, ils se couchèrent et dormirent. Dans le premier monde, l'eau coulait dans 3 directions. Une rivière coulait vers l'est, une rivière coulait vers le sud, une rivière coulait vers l'ouest. Il y avait des habitations le long de ces 3 rivières. Les fourmis noires vivaient dans ce monde. Les fourmis rouges vivaient dans ce monde. Les libellules vivaient là. Les scarabées d'or, les scarabées durs vivaient là. Les scarabées porteurs de pierres, les scarabées noirs, les scarabées merdes de coyotes vivaient là. Les chauves-souris vivaient dans ce monde. Les scarabées à visage pâle vivaient dans ce monde. Les criquets blancs vivaient là. La vie de ces 12 peuples commença dans ce monde. À la fin de la 4e nuit, quelque chose de blanc apparut à l'est. Quelque chose de blanc apparut au sud, puis à l'ouest, puis au nord. Cela ressemblait à une chaîne de montagnes ininterrompue, les entourant. Ce n'était pas une montagne, c'était de l'eau. De l'eau, infranchissable, de l'eau, insurmontable, de l'eau. Ils se mirent en marche, immédiatement. Ils montèrent en spirale jusqu'au ciel. Il était lisse. Ils regardèrent en bas. L'eau avait tout recouvert. On ne voyait plus que de l'eau. Suspendus en l'air, ils flottaient et un être à tête bleue surgit du ciel et leur dit « Là, à l'est, il y a un trou. » Ils sortirent du trou et entrèrent dans le 2e monde. Le 2e monde. Le 2e monde était bleu, le 1er monde était rouge, le 2e monde appartenait au peuple des hirondelles. Le peuple des hirondelles vivait là. Elles avaient des maisons grossières, informes, éparpillées. Chaque maison devenait plus étroite vers le haut, et c'est là qu'il y avait un trou. C'était l'entrée. Elles s'approchèrent en grand nombre et se rassemblèrent autour des étrangers, mais elles ne leur dirent rien. Ils arrivèrent au ciel du 2e monde. Il était lisse et dur, comme celui du premier. Ils ne virent aucune issue. Comme ils tournaient en cercle sous le ciel, une tête blanche sortit du ciel et les regarda. C'était Nihiltsi, le vent. Il leur dit que s'ils volaient vers le sud, ils trouveraient une ouverture. C'était une fente étroite dans le ciel. Ils s'y glissèrent et sortirent dans le 3e monde. Le 3e monde. La couleur du 3e monde était le jaune. Les sauterelles vivaient là. Elles se rassemblèrent autour des étrangers en grand nombre, mais elles ne dirent rien. Ils envoyèrent des éclaireurs aux 4 coins du 3e monde. Il était vide. Les 2 chefs sauterelles vinrent les voir et leur demandèrent ce qu'ils avaient trouvé. Ils dirent qu'il n'y avait rien. C'est vrai.
dirent les chefs sauterelles. Nous avons habité ce monde très longtemps et nous n'y avons jamais vu que nous-mêmes. Ils volèrent jusqu'au ciel du troisième monde. Il était lisse et dur. Une tête rouge sortit du ciel. C'était la tête de Vent Rouge. Il les regarda et leur montra à l'ouest un passage qui était comme la vrille d'une vigne. C'est le Vent Rouge qu'il avait creusé dans le sol du ciel. 4 sauterelles vinrent avec eux. L'une était blanche, la deuxième était bleue, la troisième était jaune et la quatrième noire. Aujourd'hui encore, il y a des sauterelles de ces 4 couleurs parmi nous. Le 4e monde, notre monde. Le 4e monde était blanc et noir. Il y avait du blanc et du noir, et ils étaient mélangés. Les couleurs du ciel dans le 4e monde étaient les mêmes que dans les 3 autres, mais la durée des couleurs du ciel, différent. Dans le premier monde, le blanc, le bleu, le jaune et le noir avaient tous la même durée. Dans le second monde, le bleu et le noir duraient un peu plus longtemps que le jaune et le blanc. Dans le 3e monde, le bleu et le noir duraient plus longtemps encore. Dans le 4e monde, il ne restait qu'un peu de blanc, qu'un peu de jaune. Le bleu et le noir occupaient presque toute la durée du jour. Il n'y avait encore ni soleil, ni lune, ni étoile. Ils entrèrent dans le 4e monde et ne virent rien de vivant. Là-bas, au loin, sur l'horizon, ils aperçurent 4 grands pics couverts de neige, un à l'est, un au sud, un à l'ouest, un au nord. Ils envoyèrent des éclaireurs à l'est, mais ils ne découvrirent rien. Ils envoyèrent des éclaireurs à l'ouest, ils ne virent aucune créature vivante, mais ils découvrirent des traces semblables à celles que laissent le daim et la dinde aujourd'hui. Les éclaireurs de l'ouest revinrent sans avoir rien vu. Enfin, les éclaireurs du nord retournèrent. Ils dirent qu'ils avaient découvert un peuple étrange. Ils avaient les cheveux coupés droits sur le devant. Ils vivaient dans des maisons creusées dans le sol et cultivaient des champs. Les hommes du peuple étrange étaient très aimables et leur avaient donné de la nourriture. Il apparut clairement que ce monde, le 4e, était plus vaste que les mondes d'en dessous. Tard dans l'automne, ils entendirent à l'est une grande voix. Ils écoutèrent. Et de nouveau, ils entendirent une grande voix. Ils l'entendirent encore et encore. Ils l'entendirent plus forte et plus proche, chaque fois. 4 êtres alors leur apparurent. Le premier était corps blanc. Un être en tout point semblable à Ashche-Yalti, notre dieu. Le deuxième était corps bleu, un être en tout point semblable au dieu Toné-Nili, dieu des eaux. Le troisième être était corps jaune. Et le 4e, corps noir, était semblable au dieu du feu, dont le nom aujourd'hui est Hatshepsut. Et les êtres leur dirent, « Nous voulons créer un nouveau peuple qui nous ressemble. Vous avez un corps comme nous, mais vous avez des dents, des pieds, des griffes de bêtes. Nous voulons créer des êtres avec des mains comme nous. Vous êtes sales, vous sentez mauvais, lavez-vous. Nous reviendrons dans 12 jours. » Le matin du 12e jour, les 12 peuples se lavèrent. Les femmes se séchèrent avec de la farine jaune. Les hommes avec de la farine blanche. Alors ils entendirent la voix des dieux qui approchaient. Corps bleu et corps noir portaient chacun une peau sacrée. Corps blanc portait 2 épis de maïs, un épi blanc, un épi jaune. Corps jaune ne portait rien. Les dieux étendirent une peau de bête sur le sol, la tête était tournée vers l'ouest. Sur la peau, ils placèrent les 2 épis, la pointe des épis vers l'est, et ils les couvrirent de la 2e peau. Ils dirent à tous de s'éloigner pour laisser venir le vent. Le vent blanc souffla de l'est, le vent jaune de l'ouest, entre les peaux, sur les épis. Les 2 vents soufflèrent, et 8 êtres du peuple des mirages firent 4 fois le tour des peaux, et les plumes d'aigle qui les séparaient bougèrent. On enleva les peaux. Premier homme et première femme étaient là. Ce fut le vent qui leur donna la vie. C'est le vent qui souffle dans nos bouches maintenant qui nous donne la vie.
Quand il cesse de souffler, nous mourrons. Le bout de nos doigts porte la trace du vent et par lui nous voyons dans quelle direction allait leur souffle lorsqu'ils furent nés. Et pour finir, un tout petit morceau de Raymond Queneau. Petite cosmogonie portative. Le singe ou son cousin, le singe devint homme, lequel un peu plus tard désagrégea l'atome. Une branche élaguée, amibe de machine, un silex éclaté, un fusoir d'outils. L'eau transporte le bois flottant entre deux rives, et du ventre des nus le feu sort, tout rôti. Et dans le fond des monts se trouve une cabine, et parfois un porcin tombe au fond d'un taillis. Tout ce qui se présente à couleur de racine, c'est la semence austère et gauche, primitive. Le renne se grattant à l'écorce de l'arbre ignore que son cuir subira l'écharpe noire. Laurent, qui d'un étron veut faire un projectile, ne sait pas qu'une balle aura raison de lui. La pierre inculte d'or, inactive, insoucieuse, couvant sous son corps avec ses possibilités. Les pieux sabres de bois de la postérité se plantent, sans pousser, et s'assènent sur crâne, d'une façon très simple et anthropologique. Qu'il faille cet imberbe, un mangeur d'escargots, amateur de limaces et gobeur de marraines, faisant la chasse aux clams, aux moules, aux crevettes et aux champignons lorsqu'il a tombé de l'eau. Qu'il faille ce fœtus capable d'âge adulte et qui, des feux de son zizi précoce, exulte, un baiser de cheveux en quatre, un amateur, bizarre d'infantile exploration du monde, pour que ce pâle, pour que ce rien, pour que la pierre inaugure enfin leur carrière analogue à ce que propulsa le moelleux des cristaux. Sous la croûte est un ventre, et sur le chapiteau, la pellicule bleue où le nuage divague. Mais le ventre rugit, et l'orage zigzague. Un arbre par sa base où la lave en valdrague apporte la rigueur de l'éclair qui l'élague. Par sa tête séjourne à l'un et l'autre bout. C'est le briquet des monts, et la fleur des tempêtes, les pieux s'y fortifient, et le caillou y pète. L'homme peut désormais savourer son prochain. Le prochain, bien rôti, fait un régal humain. Mais il faut bien les tuer, les autrui comestibles. La flèche qui naissait retourne vers sa cible, percute un percuteur et martèle un marteau, et déjà la logique a montré son museau. Raymond Queneau, merci. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas Pignon. C'était formidable, moi j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous partagez aussi cette émotion avec moi. Maintenant, nous accueillons Monsieur Philippe Bertrand. Donc, Monsieur Philippe Bertrand, parlez-nous de notre système terrestre et faites-nous part des dernières recherches sur ce grand sujet. Très bien, merci et bonsoir à tous. Donc je vais essayer de vous parler assez brièvement de l'histoire de la Terre et de la vie, je dirais brièvement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une très très longue histoire qui recouvre beaucoup aujourd'hui de connaissances scientifiques. Et je ne vous en amènerai ici que quelques bribes très simples. Alors comme ce cycle de conférences est placé sous le sceau du temps, eh bien je l'ai appelé le temps des origines de la Terre et de la vie. La Terre a à peu près 4,5 milliards d'années depuis son origine qu'on appelle l'accrétion. Au moment de la formation du système solaire, la Terre s'étant formée à peu près en même temps que le système solaire par accrétion de matière et nettoyage du disque solaire. Nous sommes évidemment des enfants de cette formation de la Terre et de l'évolution qui a pu suivre pendant ces 4,5 milliards d'années. Mais je vous montrerai au cours de cette conférence que nous sommes aussi les enfants d'événements qui se sont produits
bien avant l'histoire et le début de la Terre, en fait, depuis 13,7 milliards d'années, origine connue de l'univers d'après le modèle cosmologique standard des physiciens d'aujourd'hui. Alors, il me semble nécessaire, avant de parler de la Terre proprement dit, de dire un petit peu ce que je sous-tends comme concept de temps pour cette conférence. Alors je me place évidemment d'un point de vue strictement scientifique, et au sens de la physique, le temps n'existe pas indépendamment des objets physiques. Ça n'est pas une grandeur qui existerait comme ça par elle-même en dehors des objets physiques. Vous allez voir pourquoi. Le temps commence à exister pour plusieurs objets physiques, à commencer par les particules les plus fondamentales de l'univers, lorsque ces objets interagissent pour produire des effets. Alors, deux objets peuvent interagir, produisent un effet. À l'issue de cette interaction, l'univers n'est plus tout à fait ce qu'il était l'instant précédent. Le temps a été créé. Cela suppose que les objets qui interagissent sont des objets suffisamment proches pour interagir. J'ai mis entre parenthèses par leur position et leur vitesse relativement aux autres objets, ce qui est une vision relativiste de cette proximité. Et le temps tel que je l'ai envisagé ici n'est donc pas un fil continu qui se déroule et qui permet à des événements d'avoir lieu, mais c'est précisément parce que des événements ont lieu quelque part que ce temps existe quelque part. Donc pour cette conférence, le temps sera celui des événements successifs qui se sont produits depuis le Big Bang jusqu'à maintenant dans cette infime partie de l'univers qu'est le système solaire et la Terre. Alors le Big Bang, c'est le moment où tous les objets physiques de l'univers dans notre modèle étaient réunis et donc proches au sens quantique du terme. Ils partageaient le même temps. Vous savez que l'univers est en expansion, donc chaque région de l'univers aujourd'hui dispose de son propre temps et nous sommes séparés d'autres régions de l'univers par cette fenêtre du temps qui est décrite comme la distance qui nous sépare d'une étoile ou d'une galaxie très, très lointaine et que l'on mesure en dizaines, centaines ou millions d'années-lumière. C'est le temps qu'il faudrait à notre système pour interagir avec cet objet lointain de l'univers et réciproquement. Alors, j'ajoute une notion qui est que la succession des événements ne suffit pas. Les événements ne sont pas toujours et systématiquement réversibles. Il y a des événements qui, en fait, constituent des successions incrémentales d'événements, au sens où, après que l'événement se soit passé, eh bien, l'univers n'est jamais plus comme avant et il va conditionner les événements ultérieurs. C'est Darwin disait « Il est stupide de penser aujourd'hui à l'origine de la vie, on pourrait aussi bien penser à l'origine de la matière » et en cela il dépassait l'âge de la Terre et il pensait bien évidemment à cette histoire incrémentale qui a pris naissance bien avant l'origine de la Terre. Et un autre savant, plus proche de nous, Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie en 1977, disait ceci: « Nous voyons dans tous ces exemples que la flèche du temps a un rôle créateur de structures, c'est-à-dire que les événements successifs créent en fait des structures de plus en plus compliquées à un endroit donné, pas forcément à tous les endroits de l'univers, pour des questions que je ne développerai pas ici. » Et il disait aussi, sans les corrélations à longue portée dues au fait que l'univers n'est pas en équilibre, ou non-équilibre, il n'y aurait aujourd'hui ni vie ni cerveau. Ces corrélations à longue portée, c'est en fait le poids de l'histoire.
et la succession des événements qui ont permis les conditions de ce que nous sommes aujourd'hui. Alors d'où venons-nous? C'est une question qui est un petit peu métaphysique, mais c'est aussi une question qui est extrêmement scientifique au sens où elle motive énormément les scientifiques. Alors, la question des origines, inséparable de la question du destin finalement, intéresse tout à la fois le profane rationnel, c'est-à-dire celui qui essaie de comprendre nos origines et notre destin, sans en référer à une quelconque foi ou une quelconque religion. C'est une approche purement rationnelle, et nous sommes tous des profanes rationnels quand nous essayons de comprendre ce qui se passe dans un domaine qui n'est pas le nôtre. Le scientifique professionnel, dans cette histoire, il cherche aussi les origines. Il ne se différencie du profane simplement par l'utilisation de la méthode scientifique et aussi de moyens technologiques considérables qui sont à notre disposition aujourd'hui pour explorer les origines de l'univers. Vous savez qu'on a besoin de sondes spatiales, de télescopes extrêmement puissants. On peut aussi avoir besoin des moyens d'analyse de la génomique qui sont présents aujourd'hui, qui nous permettent par exemple de reconstruire l'arbre phylogénétique du vivant. Alors, toujours sur d'où venons-nous, je voudrais vous présenter les points de vue très différents de deux prix Nobel de ceux du XXe siècle qui ont exprimé justement sur cette question des origines, et c'est la question du hasard dans nos origines, des points de vue, vous allez le voir, diamétralement opposés. Jacques Monod, prix Nobel de physiologie-médecine en 1965, disait « L'univers n'est pas gros de vie ni la biosphère de l'homme, notre numéro est sorti au jeu de Monte-Carlo. Quoi d'étonnant à ce que tel celui qui vient d'y gagner 1 milliard, nous éprouvions l'étrangeté de notre condition. L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard. » Voyez que Monod considérait que finalement la situation de la vie, au-delà de l'homme bien sûr, de la vie est relativement unique dans l'univers et qu'elle est due au hasard. Christian de Duve, 9 années plus tard, également prix Nobel de physiologie et de médecine, disait « La vie appartient à la trame même de l'univers. Si elle n'était pas une manifestation obligatoire des propriétés combinatoires de la matière, il eût été absolument impossible qu'elle prenne naissance naturellement. » Donc, en disant cela, Christian de Duve, disparu l'année dernière, je le signale au passage, adoptait une position extrêmement déterministe, niant en quelque sorte le rôle du hasard, ou plutôt développant cette théorie dite du hasard contraint, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les événements se déroulent, Christian de Duve considérait qu'il y avait de moins en moins de hasard et qu'on allait forcément vers un aboutissement inéluctable, avec au sommet de cet aboutissement, évidemment, l'homme. C'est ce qu'on appelle la vision du principe anthropique que défendait Christian de Duve. Alors, la question de nos origines nous renvoie forcément aussi à la question « Qui sommes-nous » Et vous voyez que des scientifiques tels que ce grand physicien quantique était Schrödinger, prix Nobel en 1933, posaient déjà cette question au travers de ses réflexions nourries par sa recherche en physique quantique. Et il faut nous poser la question, c'est nécessaire pour la suite de ce que je vais vous raconter, des 10 caractères qui signent en fait nos origines les plus importantes, les plus fondamentales. Alors remontons un petit peu le temps et essayons de voir, c'est une vision des choses que je vous propose, quels sont les caractères
principaux qu'on pourrait désigner comme étant nos origines. L'être humain est un être technologique qui dispose aujourd'hui d'un savoir, qui dispose de la maîtrise de l'énergie, notamment de l'énergie fossile, on l'a vu tout à l'heure dans les textes qui ont été lus, qui a eu de ce fait un succès démographique considérable, et ce succès démographique considérable allié à une technologie puissante et à l'utilisation des énergies fossiles fait qu'il interagit fortement avec son environnement, avec l'environnement terrestre d'aujourd'hui, et que cela pose la question de l'Anthropocène qui va être résumée tout à l'heure. Alors ça, c'est une influence qu'on peut dater, disons, de l'ordre de grandeur de 10 000 ans. L'humain est intelligent et cognitif. Cognitif au sens où il est capable de faire des abstractions, de se souvenir, d'apprendre des textes et de les réciter, et de se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, on pense que ce caractère a plus de 100 000 ans. On connaît aujourd'hui des civilisations ou des cultures d'hommes de type de Néandertal, en Afrique du Sud par exemple, où on a des objets de parure et donc des cultures qui se sont développées il y a plus de 100 000 ans. L'humain est enfin un être social, ce n'est pas son caractère spécifique, il le partage avec beaucoup d'autres espèces sur la Terre, et ça c'est un caractère qui a probablement quelques centaines de milliers d'années. Au passage, ces trois caractères de l'être humain, qui ne sont pas forcément spécifiques à l'être humain, sont toutes réunies dans cette échelle de temps qui est verticale là, dans l'épaisseur du petit trait supérieur. Vous avez, aujourd'hui, c'est le 0 qui est représenté par le petit trait, l'origine de la Terre, à 4,56 milliards d'années, tout à fait en bas. Donc on est, pour ces trois caractères, totalement dans l'épaisseur du trait qui est en haut. Pour simplement symboliser l'échelle de temps, j'ai mis ici la flèche qui représente la transition entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire, c'est-à-dire ce qui correspond à l'extinction des dinosaures, que vous connaissez bien, 65 millions d'années. Nous sommes des êtres vivants terrestres et continentaux. Et ça, nous le partageons avec aussi beaucoup d'espèces. C'est quelque chose d'un processus d'évolution qui a commencé il y a environ 540 millions d'années, début de l'ère primaire en géologie. Nous sommes des êtres vivants à organisation segmentée. Vous voyez ici mes épaules, et bien sur ce segment de mon corps, j'ai 2 bras. Vous voyez mes hanches, sur ce segment de mon corps, j'ai 2 jambes. Sur le segment de mon corps qui constitue ma tête, j'ai 2 yeux. Et puis je pourrais décrire aussi les choses par des reins, des choses comme ça. Il y a évidemment des organes qui distribuent et qui me permettent de vivre au travers de mes différents segments. Cette organisation segmentée, elle a une origine génétique, un moment où les êtres vivants ont inventé des gènes particuliers qu'on appelle les gènes OX et par lesquels ils ont commencé à s'organiser corporellement, à avoir des architectures corporelles segmentées. Ça, c'est arrivé vers 1 milliard d'années. Et c'est un caractère que nous partageons avec beaucoup d'autres animaux, notamment certains insectes, les araignées, les arthropodes au sens général du terme, et puis évidemment tous les vertébrés et les chordés d'aujourd'hui. Nous sommes des végétaux et des animaux multicellulaires, c'est-à-dire que pour s'organiser corporellement, il faut être composé de plus d'une cellule. Ça, c'est un caractère qui a pris naissance encore un petit peu avant, entre 1 et 2 milliards d'années. Et nos cellules, au fur et à mesure que se développe notre embryon, elles sont capables de se différencier, de se spécialiser pour devenir une cellule du foie, une cellule du cœur, une cellule de la peau, etc. Ça, c'est un caractère qu'il y a entre
1 et 2 milliards d'années. La cellule vivante symbiotique, c'est celle qui nous constitue, c'est-à-dire chacune de nos cellules est une cellule symbiotique au sens où elle est composée d'une enveloppe, mais à l'intérieur de l'enveloppe, d'un certain nombre de molécules, mais aussi d'un certain nombre d'autres enveloppes, celle du noyau qui contient le matériel génétique, celle des mitochondries, celle des chloroplastes, etc. Ces transformations, cette structure résulte en fait d'une très lointaine origine pendant laquelle des bactéries spécialisées de nature différente, ont trouvé avantage de se lier et de collaborer entre elles. C'est ce qu'on appelle une symbiose. Chacune de nos cellules est une symbiose d'anciennes bactéries ayant plus de 1 à 2 milliards d'années. Alors, avant cela, il n'y avait que des organismes unicellulaires et non symbiotiques. Il y a eu, à un certain moment, la cellule bactérienne respiratrice d'oxygène, celle qui était capable de respirer l'oxygène, et dont les descendants, une partie des descendants, sont présents dans chacune de nos cellules. Ça a eu lieu entre 2 et 3 milliards d'années. Et avant ça encore, la cellule bactérienne photosynthétique, c'était celle qui était capable d'utiliser la lumière du soleil pour produire de l'énergie et sa propre matière. Ça s'est produit entre 3 et 4 milliards d'années. La dernière émergence du vivant s'est produite entre 3,5 et 4 milliards d'années. Quand je dis la dernière émergence, ça veut dire que la science n'exclut pas qu'il y a pu y avoir des émergences, des essais du vivant avant 4 milliards d'années, mais que pour différentes raisons, ces essais n'ont pas abouti ou qu'ils ont été détruits, notamment par le grand bombardement météorique tardif qui s'est produit autour de 4 milliards d'années. Donc, notre origine du vivant, c'est la dernière émergence du vivant, celle qui a pu propager sa descendance jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'est pas exclu qu'il y en ait eu d'autres avant. Et puis enfin, il y a quand même cette origine aussi qui est que nous sommes composés d'une machinerie cellulaire qui est fondée, c'est le cas de tous les êtres vivants, qui est fondée sur le triptyque ADN. Vous connaissez, c'est la molécule qui porte l'information génétique. Protéines et membranes, c'est ce qui constitue l'être vivant dans son métabolisme et dans ses limites par rapport à l'environnement physique. Et puis l'ARN est une molécule qui est capable de transcrire l'information génétique pour produire des protéines et donner à l'être vivant ses caractéristiques métaboliques et ses caractéristiques de développement. Quand on fait l'analyse génomique des êtres vivants, on a toujours un plus petit commun dénominateur génétique qui nous ramène à un être vivant qui est notre ancêtre commun, le dernier ancêtre, celui qui a propagé sa descendance jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle LUCA, Last Universal Common Ancestor. Et évidemment, ça mérite une toute petite explication sur ce que c'est que ce fameux dernier ancêtre par rapport au début de la vie. Alors, je vous l'ai dit, quand on analyse les caractéristiques génétiques des êtres vivants d'aujourd'hui, c'est ce qui se trouve, par exemple, schématisé ici sur l'extrême gauche, enfin la gauche pour moi, hein, la droite pour vous de la figure. On analyse un peu les caractéristiques génétiques communes des êtres vivants et on remonte comme ça petit à petit à certaines caractéristiques communes, puis d'autres, un peu plus lointaines, puis d'autres, et on aboutit à cet être qui est le dernier ancêtre. Ce dernier ancêtre n'était pas seul à son époque.
il partageait la terre avec tout un tas de congénères et évidemment, il avait lui aussi un ancêtre plus ancien qui est le premier ancêtre de tous les organismes vivants d'aujourd'hui. Mais on n'a aucun moyen de remonter totalement à ce premier ancêtre parce que vous voyez qu'il y a un certain nombre de souches qui ont complètement disparu. Donc notre seule possibilité d'investigation, c'est d'aller jusqu'au dernier ancêtre commun qu'on appelle Lucas, entre 3 et 4 milliards d'années. Alors d'où venons-nous ? D'où venons-nous la saga des contingences de ces fameux événements qui déterminent les événements successifs. Donc je l'ai dit, le Big Bang, qui est un événement qui a créé des particules physiques, qui a créé la masse, qui a créé des noyaux d'atomes légers, qui sont l'hydrogène et l'hélium, et qui a créé la lumière. Ça, c'est le premier événement. À partir de cet événement, on a pu former des générations d'étoiles sous l'effet de la gravité, et des étoiles notamment normales. Quand je dis normales, c'est d'une taille proche ou pas trop éloignée de celle du Soleil actuel. Et dans ces étoiles, on est capable de fusionner des particules au point de former des noyaux qui vont à peu près du noyau d'hélium au noyau de fer. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse. Et puis, il manque quelque chose qui n'a pu se produire que dans des événements exceptionnels du type explosion d'étoiles massives qu'on appelle des supernovas. Là, on a des conditions d'énergie qui sont absolument gigantesques et qui ont permis de fusionner des noyaux d'atomes du type de l'uranium, la fameuse famille de l'uranium. Et ces noyaux, vous savez, ils ont la propriété petit à petit de se désintégrer avec le temps. Ils sont radioactifs, ils se désintègrent avec le temps. Et ils libèrent au passage une certaine quantité d'énergie. Alors en quoi un tel événement a-t-il été indispensable à notre existence d'aujourd'hui ? Eh bien, vous allez le voir. Vous allez le voir d'abord au travers de la tectonique des plaques. J'ai représenté ici une explosion volcanique avec un éclair, ce qui rend un petit peu la scène plus dramatique qu'elle ne l'est réellement. Et vous allez voir que cette tectonique des plaques du système terrestre, elle est en fait complètement indispensable à la pérennisation et au maintien de la vie depuis plusieurs milliards d'années. Vous avez ici un schéma qui représente les continents, là, sur la droite, un océan, puis le fond des océans, solide. Et vous voyez que si un schéma comme celui-ci reste complètement statique, eh bien les continents s'érodent. Toute particule qui se forme sur les continents se retrouve à un certain moment dans la poubelle océanique au fond des océans, et tout ce qui est produit comme vie dans les océans se retrouve lui aussi à un moment donné au fond des océans. Ça veut dire que tous les oligoéléments nécessaires à la vie, dans un schéma statique, se trouvent complètement piégés au fond des océans, et la Terre se serait très vite stérilisée si elle en restait là. Ce qui se passe en fait, c'est que la tectonique des plaques nourrit un volcanisme sous-marin qui crée de la croûte océanique. Cette croûte se déplace, vous voyez, suivant la flèche noire, et au fur et à mesure qu'elle se déplace, elle accumule des sédiments de plus en plus épais au-dessus d'elle, et à un certain moment, vous le savez, il y a une plaque qui passe en dessous d'une autre plaque, ce qui provoque des phénomènes volcaniques, cette fois, qui sont plutôt terrestres. Et dans ces phénomènes volcaniques, eh bien, les sédiments qui ont entraîné avec eux des nutriments sont recyclés et rejetés vers l'atmosphère. De l'autre côté, vous avez la tectonique des plaques provoque des soulèvements de chaînes de montagnes, et c'est l'érosion des chaînes de montagnes qui ramène aussi des nutriments
vers la surface de l'océan. Ce cycle des nutriments, lié à la tectonique des plaques, prend environ 70 millions d'années aujourd'hui. On pense qu'il a été beaucoup plus court dans l'histoire précoce de la Terre. Mais il est totalement indispensable à l'histoire, au maintien de la vie depuis son origine, c'est-à-dire depuis des milliards d'années. Donc, récapitulons, le Big Bang et les premiers instants de l'univers ont été nécessaires aux générations d'étoiles, dont des étoiles massives et des supernovas. La tectonique des plaques permet le recyclage des nutriments, donc le maintien de la vie. Et la vie est maintenue sur Terre depuis plus de 3,5 milliards d'années grâce à cela, sans oublier donc qu'il a fallu, par exemple, des générations d'étoiles antérieurement à la Terre et au Soleil pour que tout ceci soit rendu possible. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'évidemment la tectonique des plaques, son énergie interne, l'énergie interne de la Terre, elle est très largement alimentée par la désintégration des noyaux radioactifs d'éléments lourds de la famille de l'uranium. Et que c'est grâce aux explosions de supernovas que la tectonique des plaques peut aujourd'hui se développer. Alors, voyons un petit peu maintenant une histoire biogéochimique de la Terre qui est celle de l'oxygène, et vous allez comprendre au travers de ça quel est le type d'interaction qui peut se mettre en place entre le non-vivant et le vivant dans l'évolution de notre planète. Alors, si on fait un constat, la Terre, l'oxygène aujourd'hui, sur Terre, c'est 21% en volume dans l'atmosphère actuelle, et on suppose que c'est une teneur qui est à peu près stabilisée depuis, allez, un peu plus loin que le Carbonifère, un peu plus loin que 350 millions d'années. On a un océan qui est lui aussi largement oxygéné, qui est en interaction avec l'atmosphère évidemment, et qui a une convection, donc qui transfère de l'oxygène vers le fond, qui en ramène en surface, etc. L'oxygène est oxygéné, mais pas tout à fait partout. Il y a des zones de l'océan qui, parce qu'elles sont un petit peu dans un cul-de-sac, c'est le cas par exemple dans le golfe du Bengale, qui sont moins oxygénées que d'autres. Donc voilà, l'océan est bien oxygéné d'une manière générale aujourd'hui, mais pas systématiquement partout. On a des êtres vivants qui majoritairement respirent aujourd'hui de l'oxygène, depuis les êtres vivants, les animaux, les plantes, jusqu'aux bactéries, sachant qu'on a toujours aussi des bactéries qui respirent autre chose que l'oxygène, qui sont des sulfates, des nitrates, des oxydes de fer, de la matière organique, plutôt les fonctions qui contiennent de l'oxygène dans la matière organique, et qui sont contents de ça, mais ces êtres vivants-là ne peuvent pas vivre dans un environnement oxygéné. On les trouve dans des sédiments en profondeur, dans des milieux qu'on appelle anoxiques. On les trouve dans nos tractus digestifs, et on les trouve aussi dans certaines zones de l'océan qui sont sous-ventilées, je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont les reliques des premiers êtres vivants, ceux qui n'étaient capables de vivre qu'en l'absence absolue d'oxygène moléculaire O2. Car il faut savoir que l'oxygène, certes aujourd'hui c'est un gaz qu'on considère comme bénéfique, il nous permet de respirer, mais en fait, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure dans le texte, c'est un gaz extrêmement délétère. Il a la propriété de se combiner chimiquement avec énormément de choses, énormément de substances en les oxydant. Il provoque des radicaux libres. Il est responsable de notre vieillissement. Il est responsable de beaucoup de nos maladies. Simplement, nous avons appris au cours de l'évolution à en tirer parti pour l'utiliser comme oxydant de nos aliments et produire l'énergie dont nous avons besoin. Donc nous avons
tiré parti de ce poison, nous avons appris à respirer l'oxygène et nous avons, au cours de l'évolution, développé des mécanismes d'anti-oxydation, d'anti-radicaux libres dans nos cellules qui nous permettent de lutter contre les effets délétères de l'oxygène. Alors pourquoi il y a de l'oxygène dans notre environnement? La première raison, c'est évidemment la photosynthèse. La photosynthèse qui, en utilisant de l'eau, du gaz carbonique, des sels nutritifs et de la lumière, permet de produire de la matière organique et de l'oxygène moléculaire. Si on respire la totalité d'oxygène que l'on a produit, quand je dis on, c'est nous, les animaux, les plantes, les bactéries, tout le monde, eh bien vous voyez que le bilan est nul. Et au total, on n'a pas accumulé de l'oxygène. Pour qu'on accumule de l'oxygène, il faut qu'on ait pris une petite part de la matière organique produite pendant la photosynthèse et qu'on l'ait cachée quelque part, qu'elle ne puisse pas s'oxyder. Et on l'a cachée où? On l'a cachée dans les sédiments du fond des mers, dont vous voyez ici quelques affleurements. C'est les falaises qui se situent, je pense, entre Hendaye et Saint-Jean-de-Luz. On a caché dans les sédiments de la Terre une quantité énorme au cours du temps de matière organique, et c'est cette quantité énorme qui correspond à l'oxygène de notre environnement non utilisé pour réoxyder cette matière organique. C'est donc une rétroaction évolutive qui a été permise au travers de cette oxygénation de la vie terrestre. Et je vais vous montrer un petit peu comment on imagine aujourd'hui, comment la science imagine que ça a pu se passer. Entre 4,5 et 3 milliards d'années, on n'a pas d'oxygène du tout. On est dans un océan et une atmosphère qui sont totalement anoxiques, sauf éventuellement localement, là où commence à se développer la photosynthèse productrice d'oxygène. Alors, les débuts de la vie sont forcément exclusivement anaérobies, des êtres, des cellules, des bactéries qui ne respirent pas d'oxygène et qui respirent d'autre chose que l'oxygène. Puis on a le succès évolutif de la photosynthèse avec des bactéries qui sont les ancêtres des actuelles cyanobactéries, comme on dit, et on a probablement l'invention locale de la respiration de l'oxygène, là où localement on avait une petite accumulation de l'oxygène. Et ça, c'est les bactéries ancêtres des mitochondries qui se trouvent dans nos cellules et qui sont capables d'utiliser l'oxygène que nous respirons pour produire notre fameux matériau combustible de réserve qu'on appelle l'ATP. Alors, à partir de ça, entre 3 et 2 milliards d'années, on a le début d'une lente augmentation de l'oxygénation globale, dont on mesure clairement maintenant les signes avant 2 milliards d'années, qui augmente lentement, et on observe une accélération de cette oxygénation vers 600 millions d'années. Oxygénation qui évidemment permet, parce que l'atmosphère devient riche en oxygène, permet, grâce à des réactions photochimiques avec l'énergie solaire, de former une couche d'ozone stratosphérique. Cette couche d'ozone, vous le savez, elle est protectrice des rayonnements nocifs du Soleil. Qu'est-ce qu'elle va permettre, cette couche d'ozone? Elle va permettre à la vie de quitter les océans, une partie de la vie, de quitter les océans pour aller petit à petit coloniser les espaces continentaux. Donc tout ça a produit le succès évolutif de la respiration de l'oxygène, le succès évolutif de la cellule symbiotique parce que, il y a d'anciennes bactéries capables de respirer de l'oxygène et d'autres capables de produire de la photosynthèse ou de faire encore d'autres choses qui se sont réunies. On a très certainement eu aussi lié à ça le succès évolutif des êtres multicellulaires organisés. Pourquoi? Parce que, j'allais dire, je résiste d'autant mieux à l'oxygène aujourd'hui que j'ai une peau qui me protège
et que j'ai des cellules qui sont à l'intérieur de moi-même, qui sont moins armées contre cette lutte contre l'oxygène, mais qui sont armées pour faire d'autres choses. Donc la multicellularité a été un facteur favorable pour lutter contre l'effet délétère de l'oxygène. Et c'est donc aussi, je l'ai dit, à cause de la couche d'ozone, la formation de la couche d'ozone, la colonisation des continents par les êtres vivants. Rétroaction évolutive de l'oxygène et de la vie terrestre, eh bien, depuis environ 500 millions d'années, on estime que la respiration est en gros égale à la photosynthèse. Ça veut dire que le stock géologique, je vous l'ai dit, de la matière organique dans les sédiments est constant, avec des gisements exploitables qui, néanmoins, peuvent se former à droite ou à gauche et qui ont permis à la civilisation humaine actuelle de se développer. Ces gisements, c'est du gaz, du pétrole, du charbon, même si le stock global est probablement constant. Aujourd'hui, depuis 2 siècles, on déstocke ces gisements de manière, j'allais dire, exponentielle en raison de nos besoins, mais en raison aussi de notre développement considérable de notre technologie. Et en ce faisant, on amplifie le succès évolutif de la civilisation humaine, ce qui conduit évidemment à son développement technologique et démographique, celui qu'on constate aujourd'hui. Et ça nous amène, bien entendu, au problème qui va être posé par mon collègue conférencier dans la deuxième partie de cette soirée, qui est le problème de l'anthropocène, du changement climatique et d'autres choses. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Bertrand. Donc, on va faire un petit changement d'étiquette. Voilà, donc, Monsieur Fressos, dites-nous comment cet être intelligent, social, est-il arrivé à nous faire poser cette question effrayante de l'événement anthropocène. Merci pour l'invitation et merci d'être là pour nous écouter. Alors, l'anthropocène, c'est la proposition très forte qu'a fait un chimiste qui s'appelle Paul Crutzen, qui est prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la couche d'ozone, de dire finalement on n'est plus dans l'Holocène. Depuis 11 500 ans, on croyait qu'on était dans l'Holocène, mais il s'est passé quelque chose qu'il fait remonter à la révolution industrielle, pour faire simple, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, qui mérite d'ouvrir officiellement une nouvelle époque géologique qu'il appelle l'Anthropocène. Alors l'Anthropocène, ça se voit bien de nuit. C'est-à-dire que très concrètement, ça veut dire par exemple, vivre dans l'Anthropocène, ça veut dire que l'humanité émet beaucoup plus d'énergie maintenant que la tectonique des plaques, par exemple. C'est des choses relativement concrètes qui signifient que l'humanité est devenue un agent géologique. D'accord ? Alors, donc, en 2000, dans une conférence de l'International Geosphere Biosphere Programme, donc un programme qui s'intéresse aux interactions entre le vivant et la géologie, question de biodiversité, donc Paul Crutzen fait cette proposition de dire, voilà, on devrait ouvrir une nouvelle époque géologique pour bien insister sur ce fait majeur que l'humanité est devenue une force géologique. Ça a ouvert toute une série de débats parmi les géologues en particulier, mais les géologues, vous l'avez compris avec l'exposé précédent, sont habitués à des temporalités très très longues et donc ils prennent leur temps parce que ouvrir une nouvelle époque géologique, c'est pas une mince affaire et ça va susciter pas mal de débats. Il faut qu'ils se mettre d'accord, il faut qu'une commission de stratigraphie, donc ceux qui ont l'habitude d'étudier les différentes roches, disent effectivement qu'il y a un événement géologique suffisamment important et brutal pour ouvrir une nouvelle époque géologique. Alors quels sont les arguments en présence pour dire oui, officiellement, on vit dans l'Anthropocène et plus simplement dans l'Holocène? Alors par rapport à 1750, les émissions humaines dans l'atmosphère ont enrichi l'atmosphère, si vous voulez, enrichi évidemment c'est entre guillemets, donc 150% de plus de méthane qu'en 1750, 63% de plus de protoxyde d'azote, et le gaz le plus connu c'est évidemment le CO2, on est à plus 43%.
Alors, pour ce dernier gaz, la concentration est passée de 280 parties par million à la veille de la révolution industrielle à 400 parties par million en 2013, soit, et c'est la chose importante, un niveau inégalé depuis plus de 3 millions d'années. Alors, c'est ce genre de choses qui interpelle en fait l'historien, que je suis et que mon collègue Christophe Bonneuil est également. C'est le fait qu'en quelques décennies, en un siècle et demi, l'humanité a transformé l'atmosphère, l'a fait passer à un état qui était inconnu depuis 3 millions d'années. Ce qui est spectaculaire dans l'Anthropocène, et c'est pour ça que ça interroge aussi la question du temps, c'est que dire que l'humanité devient une force géologique, c'est dire qu'il y a une rencontre entre deux types de temporalité. La temporalité très vaste, très ample, très majestueuse des grandes ères et des grandes époques géologiques que nous a présenté le conférencier précédent, et puis la temporalité beaucoup plus basique et simple et rapide, à laquelle est habitué l'historien qui travaillait à l'échelle des siècles. Donc c'est vraiment ça qui est, je dirais, important en termes historiques, c'est de dire, pour la première fois, en termes intellectuels, l'histoire humaine a rencontré l'histoire de la Terre. Et ça pose tout plein de problèmes théoriques sur comment faire dialoguer ces deux disciplines et ces deux types d'histoire. Alors, évidemment, la question de l'atmosphère, du fait du changement climatique, est l'aspect le plus connu de l'Anthropocène, mais il y a bien d'autres dimension à cette question-là. Si vous voulez, l'Anthropocène, ça permet de généraliser à tout un ensemble de problématiques environnementales la force probatoire qu'ont eu les climatologues avec la démonstration du changement climatique. Mais par exemple, l'Anthropocène, c'est aussi l'altération du cycle de l'eau liée à la construction des barrages. Depuis la révolution industrielle, on a construit 45 000 barrages de plus de 15 mètres de haut qui retiennent la quantité ahurissante de 6 500 km3 d'eau, soit 15% des flux hydrologiques des rivières du globe. De la même manière, le cycle de l'azote, un autre constituant essentiel de l'atmosphère, a été complètement transformé avec le procédé Haber-Bosch, c'est-à-dire la fabrication artificielle d'engrais à partir de l'azote atmosphérique. Et maintenant, ces procédés industriels représentent des flux d'azote 2 fois plus importants que le flux naturel qui était lié à la fixation biologique de l'azote par la symbiose bactérienne. Voilà, donc c'est en fait ce que veut dire vraiment Anthropocène, c'est bien le fait que l'homme est devenu dominant sur tout un ensemble de très grands équilibres terrestres qui s'étaient mis en place dans la longue durée des temps géologiques, comme nous l'a expliqué le conférencier précédent. Donc vous voyez pourquoi ça fascine un historien, c'est vraiment parce que fondamentalement, ça remet l'idée en cause qu'il y a une nature stable et une humanité qui s'agiterait sur un fond stable. Voilà. Et ça, c'est fini avec l'Anthropocène. Politiquement, ça veut aussi dire quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que ce qu'on vit, ce n'est pas simplement une crise environnementale, c'est pas quelque chose, c'est pas un problème qu'on va résoudre, si vous voulez. C'est pas quelque chose, une parenthèse qu'on va pouvoir fermer avec quelques éoliennes et des efforts de réduction de la consommation. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une révolution géologique d'origine humaine. Donc l'Anthropocène, c'est un concept extrêmement important parce que ça désigne notre époque, l'époque dans laquelle on vit, et ça nous pousse à réfléchir aux questions environnementales dans la longue durée. Il va falloir apprendre à vivre dans l'Anthropocène. Alors, évidemment, le caractère extrêmement élégant, concis du terme d'Anthropocène pose aussi problème. Le problème, c'est que les géologues, climatologues et spécialistes du système Terre ont aussi proposé une histoire. Et c'est bien naturel, ils ont voulu répondre à la question comment on est rentré dans l'Anthropocène. Will Steffen, en particulier, l'ancien directeur de l'International Geosphere-Biosphere Programme, a proposé une histoire fondée sur la mesure globale. Dans un article retentissant des Philosophical Transactions, il a proposé une série de courbes extrêmement spectaculaires qui visent à refléter l'impact de l'humain sur la Terre. Donc, par exemple, il montre bien à quel point, je sais pas, par exemple, la consommation d'eau a explosé à partir des années 1900-1950. La construction des barrages, c'est plutôt après la Seconde Guerre mondiale, le tournant, la consommation des fertilisants, etc. Et puis, par exemple, il dit peut-être que la globalisation, ça a à voir avec l'Anthropocène, la globalisation économique qu'on connaît. Et donc, pour ça, il propose de compter le nombre de restaurants McDonald's comme proxy pour la globalisation.
Alors vous voyez qu'en tant qu'historien, ça évidemment, ça nous titille un peu et ça nous fait réagir forcément parce qu'il y a plusieurs remarques à faire. Premièrement, c'est extrêmement impressionnant ces courbes. C'est extrêmement utile, ça permet de matérialiser ce qu'est la crise environnementale. Ça donne une dimension extrêmement solide et matérielle et quantitative à ces questions-là. Donc c'est pas simplement une critique que je veux faire, mais on peut faire remarquer aussi que les quantités globales, c'est-à-dire ces courbes-là, ne font que refléter des processus historiques qui sont véritablement déterminants. Ça ne fait que refléter des processus historiques sous-jacents. Par exemple, à travers ces courbes, on ne voit plus trop, par exemple, le rôle de l'impérialisme, le rôle de la colonisation, le rôle du fordisme, le rôle des guerres, le rôle des militaires dans la crise environnementale. D'autre part, la mesure globale crée une entité abstraite, l'humanité, l'espèce humaine prise comme un tout. Or, en fait, quand on commence à s'interroger historiquement sur ces questions-là, on voit que rien ne diffracte plus l'humanité que son impact sur l'environnement. Alors, pour bien vous faire comprendre ce point-là, je voudrais prendre cette courbe extraordinairement fameuse, qui est la courbe des émissions de CO2 au XIXe et XXe siècle. C'est sans doute la courbe la plus connue de l'Anthropocène, la courbe emblématique, si vous voulez, de notre nouvelle époque géologique. Ce qui est frappant, c'est que cette courbe, tout le monde la connaît, tout le monde l'a vue, tout le monde l'a peut-être en tête. En fait, on n'en a pas d'histoire. Et si on commence à se poser des questions historiques sur les émissions de CO2, on voit que, par exemple, les deux puissances hégémoniques du XIXe et du XXe siècle, la Grande-Bretagne et les États-Unis, ont émis l'essentiel du CO2 historique qui se trouve encore dans l'atmosphère. Donc là, vous voyez simplement en séparant les États-Unis, la Grande-Bretagne et le reste du monde, on arrive à un résultat assez frappant, qui est que les émissions cumulées des deux pays, donc Grande-Bretagne et États-Unis, en 1950, représentent 65% des émissions totales. Et c'est seulement à partir de 1980 que les émissions des États-Unis et de l'Angleterre représentent seulement la moitié des émissions cumulées mondiales. Donc, alors c'est un peu une boutade, mais on pourrait dire que, si on veut être un peu plus précis historiquement, l'Anthropocène, jusqu'à peu, était en fait un Anglocène. C'est essentiellement deux pays, l'Angleterre et les États-Unis, qui ont fait basculer le système Terre dans un nouvel état. Alors, le deuxième point historique qu'on peut faire, c'est que il serait absolument illusoire de croire qu'on est rentré dans l'Anthropocène sans s'en rendre compte, qu'on est rentré dans l'Anthropocène sans le vouloir. Ce serait une sorte d'effet secondaire du progrès, qu'on se dirait mince, on a peut-être fait une bêtise maintenant. Que depuis peu, qu'il y ait des alertes scientifiques et qu'on parle de changement climatique. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que en fait, les alertes environnementales globales en fait, datent du début de l'Anthropocène lui-même. Au moment où on rentre dans l'Anthropocène, il faut savoir que c'est un moment où il y a beaucoup de savoirs et de savants qui s'interrogent sur les conséquences de l'humain, de l'agir humain, de l'industrialisation sur l'environnement. L'exemple, il me semble, le plus clair pour vous montrer cela, c'est faire référence à un grand débat scientifique et politique qui a eu lieu au début du XIXe siècle autour du changement climatique. On trouve dans les archives ce genre de documents. Donc ça, c'est par exemple une circulaire qui date de 1823, qui est envoyée par le ministre de l'Intérieur français à tous les préfets. Et la circulaire, je ne sais pas si vous arrivez à lire, commence par ces mots. « Messieurs, depuis quelques années, nous sommes témoins de refroidissements sensibles dans l'atmosphère, de variations subites dans les saisons et d'ouragans ou d'inondations extraordinaires auxquelles la France semble devenir de plus en plus sujette. On l'attribue en partie au déboisement des montagnes, au défrichement des forêts, au défaut d'abri qu'éprouvent les campagnes et à l'absence d'obstacles naturels qui s'opposaient jadis au vent et aux nuages du nord et de l'ouest. » Ce type de document, qui peut sembler surprenant, en fait s'explique parfaitement dans le contexte scientifique du début du XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, on pense, et c'est exact, je veux dire que l'arbre joue un rôle météorologique important. L'arbre, suivant les théories de Stephen Hales, un chimiste anglais du XVIIIe siècle, entretient des rapports constants avec l'atmosphère, saisit l'humidité dans l'air, et donc sert en fait à modérer les climats. L'arbre humidifie les lieux secs et assèche les climats humides. L'arbre joue un rôle modérateur essentiel dans le climat.
Et ce qui se passe au début du XIXe siècle, c'est qu'on va s'interroger sur ce phénomène massif environnemental qui a eu lieu dans les 6 ou 7 décennies précédentes, qui est une déforestation rapide, en particulier en Amérique du Nord. Donc le changement climatique devient un débat important en France, et pas qu'en France, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on va attribuer les mauvaises saisons, les tempêtes, les inondations, mais aussi les sécheresses, à la déforestation. Alors je vais faire plusieurs remarques sur le débat climatique, sur le changement climatique au XIXe siècle. Premièrement, vous voyez que ce débat est pris en charge par des institutions importantes. Donc le ministère de l'Intérieur, mais c'est aussi l'Académie des sciences en France, c'est la Royal Society en Angleterre, c'est tout un tas de sociétés savantes à travers l'Europe. Deuxièmement, le changement climatique qui est débattu est bien un changement climatique global. On estime qu'à travers la déforestation, on a altéré le cycle naturel de l'eau à l'échelle du globe. Donc ce qui est en jeu, ce n'est pas le cycle du carbone, comme ce qui a lieu maintenant, mais c'est le cycle de l'eau, et la déforestation joue un rôle central dans cette histoire. Alors, je vais donner un exemple. En 1816-1817, l'Europe traverse une crise climatique, météorologique grave, une série de mauvais hivers, produit des famines et même des grandes vagues d'émigration vers l'Amérique. On sait maintenant que ça a été causé par une explosion volcanique, le Tambora, un volcan en Indonésie qui a obscurci l'atmosphère et refroidi les climats. Mais pour Joseph Banks, qui est le président de la Royal Society à cette époque, l'explication qu'il propose est très différente. C'est la déforestation qui fait que l'humidité s'accumule dans l'atmosphère, cette humidité se condense au pôle, tombe sous forme de neige, les calottes glaciaires s'accroissent et ça produit le froid en Europe du Nord. Donc vous voyez, on a bien la vision d'une humanité qui est capable d'altérer le fonctionnement global du système climatique au début du XIXe siècle. Le débat sur le changement climatique est scientifiquement équipé, c'est-à-dire c'est la meilleure science de l'époque, si vous voulez. C'est ce qu'on pouvait faire de mieux. Par exemple, Joseph Banks, pour essayer de renseigner cette évolution des calottes glaciaires, va collecter les logbooks des baleiniers, c'est-à-dire les descriptions des itinéraires des pêcheurs de baleines qui naviguaient dans des latitudes très élevées, pour essayer de voir si effectivement le couvert glacier a augmenté ou réduit. Mais c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va inventer, par exemple, les méthodes de la climatologie historique, qu'on va essayer de se renseigner sur l'évolution des dates de vendange, par exemple. Donc, vous voyez, c'est un débat scientifique extrêmement important. Et pour finir sur cet exemple, le changement climatique au début du XIXe siècle est pensé comme un phénomène irréversible. C'est-à-dire qu'en déboisant, on transforme le climat et donc on sape les conditions mêmes d'existence de la forêt. Et à partir des années 1820 en France, c'est très net, il y a un discours qu'on pourrait qualifier d'orientalisme climatique, c'est-à-dire qui va invoquer les mauvais climats de l'Orient pour mettre en garde le gouvernement français. Et on prend en exemple les ruines de civilisations brillantes telles Palmyre et Babylone, qui sont maintenant au milieu des déserts, pour dire voilà, ils ont mal géré leur environnement, ils ont trop déforesté, ce qui a produit leur déclin et la chute de leur civilisation. Mais là, l'enjeu, c'est évidemment d'alerter les gouvernements européens pour qu'ils mettent en place des fortes politiques de conservation. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'il me semble que c'est extrêmement important, politiquement et historiquement, de bien avoir en tête qu'on n'est pas les premiers à se poser ce genre de questions. Qu'on n'est pas une génération extraordinaire dans ce sens-là. Les générations précédentes avaient bien conscience de l'impact de leur activité sur l'environnement et elles ont décidé de passer outre. Qu'en gros, on est rentré dans l'Anthropocène sciemment, volontairement. Ce qui nous rend évidemment plus pessimistes sur les conséquences réelles de notre propre réflexivité environnementale actuelle, de nos propres inquiétudes. Voilà, donc, deuxième point historique. Donc, premier point historique, c'est de dire finalement, c'est quoi cet anthropos de l'Anthropocène? Quand on regarde un peu plus près, on voit déjà que jusqu'aux années 1980, c'était surtout un anglocène. Alors évidemment, c'est un jeu de mots, mais c'est en tout cas très certainement un occidentalocène jusque dans les années 1970-80. Et d'autre part, deuxième point, l'Anthropocène, on n'y est pas rentré par inadvertance. Le troisième point que je voudrais faire, c'est que d'un autre côté, l'Anthropocène n'était sans doute pas inéluctable.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on prend, par exemple, l'histoire de l'énergie, on voit que, en fait, dans l'histoire des techniques, il y avait tout plein de bifurcations possibles. Tout plein de lignées technologiques qui n'ont pas été prises, qui étaient pourtant riches en potentiel et qui n'ont pas été choisies. Donc ce qui m'intéresse en particulier, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est à quel point, pour des raisons économiques, de profit, des raisons militaires aussi, on a marginalisé un système énergétique renouvelable. L'obsession des historiens pour l'industrialisation et les énergies fossiles a obscurci l'importance des énergies renouvelables pour la révolution industrielle. Et depuis peu, on s'intéresse à l'histoire des énergies renouvelables avant qu'elles ne deviennent de simples alternatives. Ça donne des résultats assez fascinants. Par exemple, les historiens américains ont montré que les chevaux fournissaient la moitié de l'énergie totale américaine en 1850. C'est à la fin du XIXe siècle que le nombre de chevaux atteint son apogée aux États-Unis. De même, grâce à des turbines hydrauliques perfectionnées, ce n'est pas du tout les vieux moulins à eau, l'hydraulique fournit 75% de l'énergie industrielle à la fin du XIXe siècle aux États-Unis. Maintenant, si on prend le cas de la navigation, on voit que l'énergie éolienne, en gros les navires à voile, ont joué un rôle extrêmement important jusqu'à la toute fin du XIXe siècle. En 1868, 92% du tonnage de la marine marchande britannique est ému par la voile. Il faut attendre le début du XXe siècle pour que la vapeur surpasse la voile. Ça veut dire par exemple que la première globalisation économique, il faut savoir que la fin du XIXe siècle, c'est un moment de très intense globalisation économique et d'échanges commerciaux, s'est fait majoritairement par la force du vent. De la même manière, à la fin du XIXe siècle, 6 millions d'éoliennes aux États-Unis activent les puits, activent des pompes qui permettent d'exploiter les nappes phréatiques dans le Midwest et donc de mettre en valeur un des espaces agricoles les plus productifs à l'époque. Si on prend le cas de l'énergie solaire, il y a des historiens, en particulier un historien américain qui s'appelle Adam Rom, qui a bien montré à quel point l'énergie solaire a failli s'imposer aux États-Unis pour les usages domestiques, en particulier dans les États du Sud, en Californie et en Floride, où l'ensoleillement et puis l'éloignement aussi des gisements de charbon expliquent un développement très fort du solaire. En particulier, pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain finance des programmes de recherche extrêmement importants sur les maisons solaires afin de réduire la consommation intérieure de pétrole. En Floride, une statistique, en Floride au début des années 1950, près de 80% des habitations sont équipées de chauffe-eau solaires. Donc il me semble que l'importance de ces travaux sur l'énergie, sur l'histoire des énergies renouvelables, c'est de montrer que l'histoire aurait pu se passer autrement. Ça permet de relativiser, si vous voulez, le caractère inexorable du triomphe des fossiles, des énergies fossiles, et donc de repolitiser l'histoire de leur domination. Ce que je voudrais faire dans la dernière partie de mon exposé, c'est vous expliquer finalement, en donnant simplement quelques petits exemples historiques, que ce triomphe des énergies fossiles s'est fait pour des raisons bien précises, historiquement déterminées. Ce qu'il faut, si vous voulez, pour faire une histoire de l'Anthropocène et comprendre comment l'humanité est rentrée dans cette nouvelle ère géologique, c'est vraiment pointer des responsabilités des acteurs bien précis. Alors, l'un de ces acteurs, il y en a évidemment des centaines et des milliers, mais il y en a un qui a été particulièrement intéressant, c'est par exemple ce monsieur, Daniel Levitt, un promoteur immobilier qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, explique qu'il peut résoudre la crise du logement, parce qu'il y avait une forte croissance démographique aux États-Unis, juste après la Seconde Guerre mondiale, et un déficit de logement. Et il propose finalement d'appliquer les méthodes tayloriennes de standardisation du travail et utilisation du préfabriqué à la construction du bâtiment. Donc de remplacer, si vous voulez, les petites équipes de maçons par un travail à la chaîne, si vous voulez. Le problème, c'est que ce faisant, donc on réduit très fortement évidemment le coût des maisons, on peut en construire très vite et beaucoup, on construit aussi des cages à lapins qui sont absolument invivables en été. Pour simplifier, on les expose toutes de la même manière, on ne s'intéresse pas du tout aux topographies des terrains, aux expositions, on ne cherche pas du tout par exemple à construire des porches qui permettent d'éviter un ensoleillement excessif en été. Et donc on construit des cages à lapins assez invivables en été qu'on va être obligé de climatiser. Donc première étape, on se met à climatiser les maisons, ce qui n'était pas nécessaire avec une architecture plus adaptée aux différents climats. Alors, une fois qu'on climatise les maisons, on se rend compte qu'il y a un pic de demande d'électricité en été. Alors, pour une compagnie électrique, c'est extrêmement problématique ces pics parce que ça oblige de surdimensionner les capacités productives et donc à ne pas bien rentabiliser son capital. Et donc, General Electric en particulier, mais toutes les grandes firmes productrices d'électricité à cette époque, vont se mettre à pousser très fort vers le chauffage électrique.
et par exemple à même faire des pratiques de marketing qui seront condamnées par un procès en 1962, en disant finalement, si vous, promoteurs immobiliers, vous proposez une autre source d'énergie que l'électricité à vos clients, on va vous faire payer beaucoup plus cher le raccordement au réseau électrique. Donc, l'un dans l'autre, on se retrouve avec une généralisation de la maison de banlieue toute électrique, avec climatisation et chauffage électrique, alors que, évidemment, le chauffage électrique, vous le savez tous, est une aberration thermodynamique, en particulier dans un pays comme les États-Unis, riche en bois, en charbon et en gaz naturel. Et donc on voit que c'est sans nécessité technique aucune que s'impose, dans les années 50-60, l'aberration thermodynamique du chauffage électrique. Alors un autre exemple, que je ne vais pas pouvoir détailler parce que je n'ai pas beaucoup de temps, c'est les tramways. Par exemple, les tramways sont un système de transport extrêmement populaire à la fin du 19e siècle et jusque dans les années 1920 aux États-Unis. Et c'est en fait dans les années 30 que les compagnies de tramway vont être vendues par les grands électriciens comme General Electric à cause d'une loi qui s'appelle le Wheeler-Rayburn Act, qui est en fait une loi antitrust. Ces compagnies électriques n'étaient pas en bonne forme pour tout plein de raisons que je n'ai pas le temps de détailler et vont être rachetées en masse par un consortium, General Motors, Firestone et Standard Oil. Évidemment, pour ces trois compagnies, le but, ce n'est pas de développer le transport en tramway, et elles vont plutôt, au contraire, tout faire pour faire en sorte que les utilisateurs basculent vers le transport individuel motorisé. Donc le triomphe de la voiture individuelle sur le tramway électrique, ce n'est pas quelque chose qui se fait non plus de manière naturelle. Ce n'est pas simplement que les Américains désiraient avoir des voitures, c'est beaucoup plus compliqué. Dernier exemple, c'est plus large, c'est la pétrolisation du monde occidental. Le fait que le pétrole devient à partir de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale en Europe, plutôt à partir des 1960, la principale source d'énergie devant le charbon. Ça, c'est absolument pas évident quand on prend simplement des facteurs économiques. Ça, c'est différentes courbes de prix de pétrole et de charbon dans différents pays. Je vais simplement prendre le cas, mettons, de la Grande-Bretagne. En haut, vous avez le coût du pétrole et en bas, le coût du charbon. On voit que le charbon, à équivalent énergétique, coûte beaucoup moins cher que le pétrole, constamment. Et même en France, c'est encore pire. Alors, comment expliquer dans ces cas-là l'ascension extraordinaire du pétrole, qui représente 5% de l'énergie mondiale en 1910 et 60% en 1970 ? Alors, elle est tout d'abord le fait de la suburbanisation, de l'extension des banlieues et de la motorisation des sociétés occidentales. Il faut savoir que ce processus a été encouragé par les dirigeants conservateurs américains, en particulier par Hoover, par exemple. La maison de banlieue semblait aux élites américaines des années 20 comme être le meilleur rempart contre le communisme. Le meilleur moyen aussi de relancer l'économie en temps de crise. C'est pour ça que Roosevelt encourage encore le processus d'extension des banlieues. La maison individuelle et la voiture qui l'accompagnent jouent un rôle éminent de discipline sociale par l'intermédiaire du crédit à la consommation. Dès 1926, la moitié des ménages américains sont équipés d'une voiture, mais les 2/3 de ces voitures ont été acquis à crédit. Et le crédit à la consommation, c'est une manière de stabiliser la force de travail qui avait tendance à pas forcément faire des semaines complètes ou à pas forcément faire des journées complètes, ce qui posait énormément de problèmes de gestion de la main-d'œuvre. Le crédit à la consommation, et c'est très clair dans les textes de l'époque, c'est pensé comme un moyen renouvelé de contrôle social. C'est-à-dire finalement les disciplines traditionnelles ne marchent pas, on va faire fonctionner la société à partir, créer une nouvelle discipline sociale à partir du désir de consommation, en stimulant le désir de consommation, c'est l'invention de la publicité, et aussi à travers cette invention formidable qu'est le crédit à la consommation. Un historien qui s'appelle Tim Mitchell a écrit un livre très intéressant intitulé Carbone Démocratie, qui propose une solution, enfin en tout cas une explication intéressante au triomphe du pétrole. Il fait remarquer que le charbon et le pétrole, c'est évidemment fondé sur du carbone, mais c'est deux formes très différentes du carbone. L'un est fluide et l'autre est solide. L'un doit être extrait morceau par morceau de la terre, doit être sorti de la terre, transporté dans des chemins de fer. Ensuite, le charbon doit être chargé dans un fourneau. Ce fourneau, il faut le nettoyer. Ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre. À chaque point, si vous voulez, du système énergétique fondé sur le charbon, l'ouvrier a le pouvoir d'interrompre le flux énergétique qui alimente les économies. À partir de là, et on voit que c'est effectivement à la fin du 19e siècle, quand le charbon devient central dans les économies occidentales, c'est à la fin du 19e siècle que le mouvement ouvrier conquiert des droits. Pensez aux droits de grève, aux lois sur les assurances sociales, etc., à la journée de 8 heures. Le pétrole, en fait, a une fonction politique essentielle qui a été de contourner les mineurs,
de contourner le pouvoir des syndicats, et en particulier après la Seconde Guerre mondiale, de contourner des syndicats qui sont souvent proches du Parti communiste. Et il y a une interprétation tout à fait intéressante du plan Marshall, vous savez, ce grand plan d'investissement lancé par les États-Unis pour reconstruire l'Europe dévastée par la Seconde Guerre mondiale, en disant, en fait, quand on regarde les principaux postes de dépenses de ce plan Marshall, le premier poste, c'est pour l'achat de pétrole par les pays européens. 10%. Le second poste, c'est pour l'achat de générateurs à fioul. Bon. Donc le plan Marshall a servi à financer la transition, qui est en fait une addition, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, qui a servi en tout cas au basculement du système énergétique des pays européens vers le pétrole. Évidemment, le plan Marshall et la pétrolisation de l'Europe occidentale permet d'ancrer l'Europe de l'Ouest dans le camp américain et évite et sert finalement de politique d'endiguement contre le communisme. Alors, donc ça, c'est une statistique qui est assez parlante, c'est le nombre de grèves qui permet d'appuyer ce point-là. C'est le nombre de grèves dans le secteur du charbon versus le nombre de grèves dans le secteur du pétrole. Et on voit que, évidemment, on a des écarts absolument considérables. Et c'est rapporté au nombre d'employés, donc il n'y a pas ce biais statistique. Le dernier point que je voudrais faire, pour avancer dans une histoire plus politique de l'Anthropocène, dire que ce n'est pas l'Anthropos en général qui nous a mis dans cette mouise, c'est étudier le lien extraordinairement étroit entre la guerre et l'Anthropocène, entre la guerre et la crise environnementale. Et pour faire un nouveau jeu de mots, dire que l'Anthropocène, on aurait peut-être mieux fait de l'appeler Thanatocène. Alors ce lien, tout le monde l'a en tête, même s'il n'est pas forcément explicite et formalisé. Chose évidente, par exemple, c'est les destructions environnementales épouvantables qui ont lieu sur les terrains de bataille. Alors un exemple des plus fameux, c'est pendant la guerre du Vietnam, vous savez que les Américains ont d'abord essayé de détruire la forêt avec le napalm. Mais le napalm, ça ne fonctionnait pas très bien sur la forêt tropicale humide, et donc ont décidé d'employer des défoliants, le fameux agent blanc et agent orange, ce qui a des conséquences environnementales majeures. Le Vietnam a perdu 23% de sa superficie forestière, et 40% des terres arables ont été contaminées. Ça, c'est simplement une carte qui représente les épandages d'agents orange dans une toute petite partie du Sud-Vietnam. Alors, de manière plus fondamentale, on peut dire que les militaires, en apprenant à tuer les humains de manière efficace, nous ont aussi appris à tuer le vivant en général. Alors, il y a tout plein d'exemples qui permettent de faire ce point. Je vous en donnerai simplement deux. Premièrement, les pesticides. Il faut savoir que les pesticides sont directement hérités de la guerre des gaz, de la Première Guerre mondiale. Ils ont été développés donc, par Fritz Haber, qui envisage tout de suite d'appliquer les gaz de combat à l'extermination des nuisibles. Le symbole de l'alliance entre technologie de guerre et crise environnementale, si vous voulez, c'est cette photo-là. L'application dès la sortie de la Première Guerre mondiale de deux technologies militaires, les gaz de combat et le biplan, au contrôle des nuisibles dans l'agriculture. Le deuxième exemple, encore plus basique, c'est le cas de la pêche. La pêche a été entièrement révolutionnée par les militaires. Le nylon, qui a permis de fabriquer des filets gigantesques de plusieurs kilomètres, est lié à la Seconde Guerre mondiale. Il a été développé par la compagnie chimique DuPont pour produire des parachutes, des gilets pare-balles ou des pneus spéciaux. Les sonars, c'est évidemment lié à la guerre sous-marine. Les GPS, c'est une technologie de la guerre froide, ça sert à guider des missiles, ça sert à faire tout plein de choses utiles pour tuer l'ennemi. Ça a permis aussi de rendre les pêches beaucoup plus efficaces, et on aboutit au résultat actuel. Enfin, les spécialistes d'halieutique estiment qu'il ne reste que 10% des communautés de poissons de grande taille de nos jours par rapport à 1940. Un autre grand exemple et une pièce cruciale dans l'histoire de l'Anthropocène, dans l'histoire de notre entrée dans l'Anthropocène, est aussi liée aux faits militaires, c'est la synthèse de l'ammoniac, la production d'engrais azotés artificiels. J'en ai déjà un petit peu parlé en introduction, mais la synthèse de l'ammoniac, c'est une réaction chimique qui a été d'abord découverte par Paul Sabatier, un chimiste français en 1896, qui découvre que par catalyse, on peut ajouter de l'hydrogène à de nombreux composés organiques. Et donc, on peut partir de l'azote et produire de l'ammoniac NH3 en ajoutant des atomes d'hydrogène. La firme chimique allemande BASF, juste avant la Première Guerre mondiale, se met à utiliser cette réaction chimique pour
produire des explosifs. Parce qu'il faut savoir que l'ammoniac était aussi un composé essentiel des explosifs. Mais évidemment, la grande découverte, c'était l'importance de cette réaction, c'est parce que ça permet de faire des engrais et ça permet finalement de transformer l'agriculture en une activité industrielle fondée sur une ressource fossile non renouvelable qu'est le pétrole. Voilà. Quand on mange maintenant des aliments, en fait, on mange du pétrole, entre autres parce que les engrais ont été produits à partir de cette réaction qui est extraordinairement énergivore, parce que pour réaliser la synthèse de l'ammoniac, il faut arriver à des températures et des pressions extrêmement importantes. Alors, pour finir sur ce point, ce lien entre guerre et anthropocène, de la même manière, si on réfléchit de manière abstraite, on voit que la question de l'efficacité énergétique a un sens très différent dans un contexte militaire. Lorsque l'enjeu est de tuer plutôt que d'être tué, la question des rendements énergétiques n'est pas fondamentale. Ce qui fait que les militaires ont orienté l'histoire des techniques et l'histoire des techniques énergétiques vers le choix de la puissance plutôt que celui du rendement. Je vais simplement vous donner quelques chiffres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un soldat américain consommait 3,7 litres de pétrole par homme et par jour. C'est déjà 200 fois plus que le soldat de la Première Guerre mondiale. Donc là, il y a une très grande rupture énergétique dans le fait militaire entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est pas fini. On atteint 9 gallons, c'est-à-dire 9 fois 3,7 litres, donc 9 fois plus pendant la guerre du Vietnam. On est à 10 gallons pour Desert Storm et 15 pendant la Seconde Guerre du Golfe. Il faut savoir qu'un chasseur-bombardier actuel, B-52, brûle 12 000 litres de kérosène par heure, un F-15 7 000 litres, soit davantage qu'une voiture en plusieurs années d'utilisation. La guerre, en particulier la Seconde Guerre mondiale, a été un moment extrêmement important pour la création de la logistique moderne du pétrole. C'est à ce moment-là qu'on développe des réseaux d'oléoducs, qu'on va aussi développer un procédé d'alkylation, c'est-à-dire un procédé qui permet de produire du carburant d'aviation en masse, des carburants à très haut indice d'octane. C'est un des très grands projets de recherche et développement de la Seconde Guerre mondiale, à égale mesure, si vous voulez, que le projet Manhattan de la bombe atomique. Donc c'est vraiment à ce moment-là que, du fait de l'impératif de défense et de guerre, on investit, on met l'argent qu'il faut pour développer les infrastructures pétrolières. Alors pour conclure, je partirai finalement de notre problème contemporain, si vous voulez, c'est de dire que pour garder l'augmentation de la température du climat en dessous de 2 degrés, le GIEC, donc ce groupe international de climatologues qui forme le consensus scientifique sur les savoirs sur le changement climatique, estime que pour rester en dessous de 2 degrés, il ne faut pas émettre plus de 565 gigatonnes de CO2 avant 2050. Donc 565 milliards de tonnes de CO2 avant 2050. Alors, par comparaison, on a émis depuis 1750 environ 350 milliards de tonnes. Donc on peut se dire, bon, bah, ça va, on a le temps. Pendant 200 ans, non, pendant 150 ans, on en a émis 356. Il ne faut pas en émettre plus de 565 avant 2050. Le problème, c'est qu'on a changé de rythme. On émet en ce moment 33 gigatonnes par an. Ça veut dire qu'au rythme actuel, la limite est atteinte dès 2028. L'autre problème, c'est que les réserves actuelles de carbone utilisables, c'est-à-dire les réserves de combustibles, charbon, gaz, pétrole et pétrole non conventionnel, sont estimées à 2800 gigatonnes, c'est-à-dire 6 fois plus que ce qu'il ne faut pas émettre. Ça veut dire qu'il faut que l'humanité, si vous voulez, laisse les 5/6 de sa richesse en énergie fossile sous la Terre. Voilà. Ça, c'est si on veut éviter de trop changer le climat et faire basculer, si vous voulez, le système Terre dans des états assez inconnus. En dessous de 2 degrés, les climatologues nous disent qu'on peut encore prévoir. Au-delà, ça devient plus compliqué parce que le système Terre pourrait basculer vers un autre état qui pourrait être extraordinairement néfaste. Alors pourquoi, dans ce contexte-là, c'est important l'histoire que je vous ai racontée ? Il me semble que disposer d'une histoire politique de l'Anthropocène est crucial parce que, justement, les recours au pétrole non conventionnel et au gaz de schiste montrent qu'on ne saurait laisser les réserves soi-disant naturelles dicter le tempo de la transition énergétique. Il ne faut pas attendre la solution du problème climatique à la finitude des ressources. On a beaucoup plus de pétrole que ce qu'il ne faut pour détruire, pour en tout cas changer le climat de manière assez radicale. Donc on ne peut pas s'en remettre à l'entropie, à la finitude des réserves. Pour des raisons climatiques et plus généralement écologiques, il faut absolument produire une contrainte politique bien avant que le signal prix nous force à changer de modèle. Donc entamer une vraie transition écologique,
implique de se défaire d'une série de choix politiques et techniques qui ont été actés tout au long des 19e et 20e siècles. Cela requiert de se libérer d'institutions répressives, l'armée, le système militaro-industriel, le consumérisme disciplinaire dont je vous ai parlé aujourd'hui, et ce peut être une expérience très émancipatrice. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Fressos, restez où vous êtes. J'invite Monsieur Bertrand à vous rejoindre. Voilà, et puis je vous invite, vous, public, à poser vos questions à Monsieur Fressos et Monsieur Bertrand pour les manques, en tout cas, on a eu beaucoup d'enseignements et merci beaucoup pour ce partage. Vraiment, merci. Et vous ne nous avez pas fait assez peur, je trouve, Monsieur Fressos. Il faudrait qu'on ait plus peur. Bon, c'est au public. Bonsoir. Petite question technique. Vous aviez dit au tout début, Monsieur Fressos, de votre intervention que l'énergie produite par la tectonique des plaques, vous avez comparé cette énergie avec l'énergie des activités humaines, n'est-ce pas? Oui. Comment peut-on faire une telle comparaison? Alors, moi, précision liminaire, avant toutes les questions, je suis historien. C'est-à-dire que ce que j'ai dit sur le nombre de barrages, sur le cycle du phosphore, de l'azote, tout ça, je tire ça d'articles scientifiques. C'est un article d'un chimiste qui s'appelle Alex Clydon, qui est publié dans les Philosophical Transactions. Je pourrais vous donner la référence si vous me donnez enfin, on pourra communiquer après. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il parle de 47 térawatts pour l'énergie humaine, et c'est plusieurs fois plus que la technique des plaques, mais j'ai plus les chiffres en tête. Je suis vraiment confus d'avoir oublié ça. Mais en tout cas, enfin voilà, je ne sais pas comment il a exactement réalisé ces mesures-là, mais c'est simplement un indice pour bien faire, enfin à la limite c'est pas très important cette question-là, je veux dire à la limite les questions des cibles biogéochimiques est beaucoup plus importante pour matérialiser l'anthropocène, mais en tout cas ce qui est important c'est bien prendre en compte le fait que pour certaines quantités de matière, l'azote, le carbone, etc., l'humanité est devenue le principal agent de leur circulation. C'est ça qui est le point important. C'est ça qui vraiment permet de plaider sur le fait qu'on est rentré dans l'anthropocène. Oui, c'est une question pour Monsieur Fressos. Je m'adresse donc à l'historien. Et quand on est historien, on a normalement une bonne habitude des sciences humaines. Et Monsieur Crutzen, lui, c'est un chimiste. Et en tant que chimiste, il ne connaît pas grand-chose aux sciences humaines. Donc, d'une manière un peu naïve, il a résumé en disant « Ah ben tout ce qui se passe, c'est la faute à l'homme en général ». Et je pense qu'il faudrait un petit peu corriger cette naïveté de M. Crutzen. Et en plus, M. Crutzen, lui, sa solution, c'est quand il y a un problème technique, ben, il faut encore plus de technique, c'est la fuite en avant, c'est comme ça qu'on va s'en sortir, c'est ce que lui appelle la géo-ingénierie. Moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux, cette fuite en avant. Et le problème de donner raison à M. Crutzen avec son invention en l'an 2000 du mot anthropocène, c'est qu'on dépolitise complètement. Et à mon avis, on est dans l'erreur à valoriser ce terme. Je pense que c'est un très mauvais terme et je m'explique. Au recensement de mars 2010, on s'est aperçu qu'actuellement, à la surface de la Terre, il y a 6909 peuples, 6909 langues et 90% de ces peuples, parce que chacun de ces peuples a une vision du monde, et 90% de ces peuples ont une vision du monde biocentrique.
c'est-à-dire une vision du monde qui est en cohérence avec l'écologie de la planète Terre, et seulement 10% des peuples qui sont actuellement sur Terre ont une vision anthropocentrique, orgueilleuse, en général une vision du monde qui découle des 3 grandes religions monothéistes, donc juive, chrétienne, musulmane. Et donc, pourquoi accuser globalement tous les humains alors que seulement 10% des visions du monde actuellement sur cette planète sont à l'origine de nos graves problèmes, et que si on regardait du côté des autres peuples, des peuples modestes, je fais allusion aux plus de 1000 peuples qui sont actuellement en Nouvelle-Guinée, ces peuples-là ont des visions du monde beaucoup plus écologiques, et donc c'est totalement une erreur de dire c'est la faute à l'homme. En disant c'est la faute à l'homme, on s'empêche nous-mêmes de trouver la solution. Or, il existe à la surface de cette planète, heureusement encore, des êtres humains qui ont des philosophies, des pensées qui nous permettraient de nous sortir de l'impasse actuelle. Voilà, je vous remercie. Je pense que la question est posée pour vous deux. Allez-y d'abord. Je suis entièrement d'accord avec Thierry Salentin. Ça fait aucun doute que le terme anthropocène est un mot épouvantable. Parce que, évidemment, c'est qui cet anthropos de l'anthropocène quand on sait qu'un Européen moyen consomme 30 fois plus d'énergie qu'un Indien Yanomami qui cultive, pêche, chasse sans énergie fossile, évidemment. Le problème, c'est que ce mot a rencontré un très grand succès. C'est devenu le point de ralliement disciplinaire. Donc, il y a un aspect un peu grégaire à l'employer, mais c'est-à-dire on est un peu obligé aussi d'employer la langue telle qu'elle se forme, et la langue est produite par les vainqueurs, évidemment. Donc, je dirais que l'usage, avec Christophe Bonneuil, qu'on fait du terme anthropocène, c'est un usage qu'on pourrait qualifier de cheval de Troie, c'est-à-dire qu'on parle le langage dominant pour arriver à questionner aussi les préconceptions et les points aveugles dans l'analyse de ces géologues, climatologues et chimistes qui ont prétendu comme ça définir et renommer l'ère l'époque géologique dans laquelle on vit. Donc je suis entièrement d'accord. En même temps, on est aussi contraint, j'ai envie de dire, de parler le langage scientifique tel qu'il se fabrique peu à peu. Oui, je pense pour ma part que le terme d'anthropocène a été employé non pas pour culpabiliser l'homme dans toutes ses dimensions, et bien évidemment on est plus ou moins tous responsables, certains beaucoup, d'autres moins, dans nos pratiques, dans nos civilisations et nos cultures. Je crois que le point de vue du naturaliste et du géologue, il est de constater qu'aujourd'hui, on est dans un changement important qui est forcément lié à l'interaction entre les activités humaines et l'environnement global de la planète. Et que, à partir de ce constat, on voit des conséquences suffisamment fortes pour penser que la Terre risque d'entrer dans une nouvelle ère, tout simplement, une nouvelle ère géologique. Alors, le choix du nom est peut-être discutable, mais c'est le constat qui, de mon point de vue, est important. Quant à Paul Crutzen, qui a évoqué ce nom, c'est un biogéochimiste, mais c'est aussi un biogéochimiste qui connaît quand même l'évolution naturelle des climats. Par contre, je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur, pour dire que les propositions de bio-ingénierie qui sont actuellement sur la table sont des propositions absolument pas maîtrisées dans la connaissance et de la modélisation du système Terre que l'on peut en faire aujourd'hui. Donc c'est un jeu extrêmement dangereux. Il est possible que les effets de ces expériences puissent être plus négatifs que positifs dans les espoirs qu'on y met. Oui, au tout début sur une question plutôt pour monsieur Bertrand. Donc, au tout début du film, on nous précise que le temps, finalement, n'est pas vraiment une réalité au-delà des autres composantes. C'est-à-dire que
dans l'état des bases où l'analyse a été faite de toutes ces périodes, le temps lui-même n'existe pas d'une façon autonome, isolée, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un peu erreur, par exemple, si on prend, il y a un peu une contradiction de cette théorie, si on prend en considération le problème de temps un peu étrange, qui est celui des spéléologues, qui ne perdent pas en soi le temps de leur propre temps à eux-mêmes, mais qu'ils perdent psychiquement, apparemment, puisque certains en sont morts, même en ayant refait surface, comme notamment, entre autres, M. Le Guen, par exemple, dans les années 80, qui ne pouvaient pas retrouver le temps physiologique intérieur, même en ayant une montre peut-être au poignet qui elle-même tombait en désordre, donc bien liée apparemment à une force temps qui existe bien au dehors de nous. Oui, je crois qu'il faut quand même bien distinguer ce qui est le temps intrinsèquement, et j'ai tenté de vous montrer, et c'est une théorie, que les physiciens voient le temps comme effectivement une succession créée par une succession d'événements et des interactions, et il faut bien distinguer ça de ce qu'est la perception du temps. Notre perception du temps dépend de chacun de nous, de la vitesse à laquelle on vit, de l'état de concentration ou d'éveil dans lequel on est, de tas de choses différentes. Et on peut pousser le raisonnement jusqu'à la théorie de la relativité d'Einstein, puisque vous savez très bien que, en théorie, si un cosmonaute partait et se déplaçait à une vitesse proche ou pas trop lointaine de celle de la lumière, il ne vivrait pas le même temps que celui qui reste sur Terre. Et quand les deux se retrouveraient, l'un aurait vieilli davantage que l'autre. Donc la perception du temps, c'est quelque chose de subjectif. Le concept de temps par lui-même, c'est, tel qu'il est vu en tout cas par les physiciens, mais on a parfaitement le droit d'en avoir une autre idée, c'est la succession des événements qui le créent. J'ajoute pour monsieur qui avait posé la question que c'était le sujet de la conférence précédente que vous retrouverez bientôt en ligne. Voilà, vous aurez du contenu sur la question que vous venez de poser. Moi j'ai une question peut-être un peu bizarre, si on peut dire, mais d'une façon, une question assez formelle. S'il y avait des recherches ou des analyses par rapport de la matière volcanique, des éruptions volcaniques datées de 1816-1817, vous avez parlé, monsieur le professeur, d'un volcan d'éruption et changement climatique en Europe, mais ils se sont produits dans une même fourchette de temps à peu près, plusieurs éruptions sur la même largeur géographique. Alors, mon idée, ce n'est rien à voir avec mes recherches, mais une idée des recherches qui pouvaient se poser pour plusieurs disciplines d'ailleurs. Est-ce que la matière était examinée, matière volcanique, puisque plusieurs phénomènes qui se sont produits juste à partir de ce moment-là, donc les années 1816, 1817 et la suite, et démontrent un phénomène incroyable qui s'est déjà produit il y a 2000 années dans l'Antiquité, qui s'est produit sur une vague plus lente, si on peut dire, et ça s'est stoppé, comme à ensommeiller, si on peut dire, pour l'humanité, point de vue d'évolution d'intelligence humaine et des processus d'une évolution technologique phénoménale, qu'on observe sur tous les continents. Je parle des continents américains et continents d'Europe, puisqu'on parle des années de lumière. Donc là, il y a développement technologique à la vitesse de la lumière, vraiment. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes bien conscients, plus en plus, dans la société, que nous ne maîtrisons plus
cette technologie, qu'elle nous dépasse largement. Donc le cerveau humain n'est plus capable de maîtriser dans plusieurs domaines des recherches. Déjà, tout ce que nous avons acquis et tout ce que nous avons produit et que nous produisons un jour à l'autre avec la vitesse de la lumière, je répète, malgré que c'est entre guillemets, bien évidemment. Donc, c'est une liaison peut-être non réelle, mais il se peut que nous sommes... c'est pas notre époque anthropocène, notre époque humaine, mais c'est une époque extra-humaine qui est intervenue peut-être dans notre humanité et qui joue un chevaux 3 un peu pour nous détruire dans certaines façons, parce qu'il y a une évolution technologique qui sert d'une part qui nous caresse pour nous dire vous vous développez à la manière incroyable sans un grand effort, mais qui détruisent dans la manière humaine nos esprits, nos valeurs plus terrestres, si on peut dire tout court. Je voulais faire 3 remarques. Premièrement, en gros, la cause volcanique des refroidissements climatiques était très peu pointée à l'époque. En 1816-17, il y a très peu de monde qui dit oui, c'est sans doute lié au volcan Tambora. C'est vraiment minoritaire. Le consensus est plutôt sur la déforestation. La deuxième remarque, c'est sur cette impression qu'on vit une époque d'accélération technique et de perte de maîtrise. C'est en fait un sentiment ancien. Par exemple, le texte qui avait été lu en introduction d'Eugène Huszár parle donc du changement climatique, mais il parle aussi, par exemple, de la dégénérescence de la population liée à la vaccination. Statistiquement, il y avait des maladies qui semblaient plus présentes et plus fréquentes à partir du moment où on vaccinait. Donc on a interprété ça en disant voilà, c'est la vaccination qui s'est faite en dépit du bon sens. Et c'est vrai que les premières générations de vaccins étaient faites un peu en dépit du bon sens. Donc il y avait déjà cette idée qu'on ne maîtrise pas nos innovations. Le troisième point que je voulais faire sur cette vision d'une technologie qui ne cesse de progresser, qui nous ferait rentrer dans l'anthropocène, c'est juste, mais en même temps, c'est assez faux, parce que finalement, on voit que l'anthropocène, c'est lié à des technologies assez bas de gamme et vieilles, en fait. C'est le charbon. Et je pense qu'on a une vision de l'histoire des techniques qui est très trompeuse, qui est focalisée sur l'innovation, alors qu'en fait, dans les mondes techniques qui nous environnent à chaque instant, en fait, ils sont structurés par des technologies relativement anciennes. Le système énergétique mondial actuel repose massivement sur du charbon. En ce moment, du fait des gaz de schiste américains, le charbon aux États-Unis vaut très peu cher, et donc on se met à le brûler en Europe, en Allemagne en particulier, parce que les coûts sont plus faibles, et on laisse à l'arrêt des centrales très perfectionnées fonctionnant au gaz, qui seraient beaucoup plus écologiques. Donc en gros, ce que je veux vous dire, c'est que l'anthropocène, c'est une affaire de matière, c'est avoir une vision vraiment matérialiste de ce que c'est que notre environnement technique, si vous voulez. Et il faut un peu se défaire de cette focalisation sur l'innovation, je pense. C'est vraiment très important de bien voir que la constitution matérielle de notre société repose sur des choses en fait anciennes. Il y a un livre qui est très intéressant sur ce sujet qui s'appelle Quoi de neuf, d'un historien anglais qui s'appelle David Edgerton, qui fait très bien ce point en fait. Sur le fait qu'on néglige en fait le fait que l'essentiel des technologies qui nous entourent sont en fait anciennes. Sauf que pour rajouter ou compléter un tout petit peu ce que vous dites, il y a quelques années, on pensait que effectivement le pic maximum du pétrole, celui était très proche, et qu'effectivement on aurait une réalité des prix qui viendrait atténuer les choses. Or, la progression de nos technologies d'exploration du pétrole fait qu'aujourd'hui, on a reculé très loin cette limite. Alors pour le charbon, c'était déjà connu, mais pour le pétrole, c'est vrai aussi aujourd'hui. Voilà. Donc il y a un mélange subtil, effectivement, entre principe ancien de l'utilisation des énergies fossiles et puis d'autre part, développement des technologies qui nous permettent de reculer les horizons de consommation. Je vais passer la parole pour la dernière question ou remarque. Donc voilà, on arrive au terme de la conférence, donc je passe pour une dernière question. Oui, puisqu'on me demande de faire court, excusez-moi, je vais faire
plus que court. 2 énoncés, 2 remarques. Premier énoncé, je remercie monsieur qui est intervenu pour la clarté, l'exhaustivité et la précision de son exposé, dont j'ai rarement entendu à ce niveau-là, aussi complet, peut-être un peu technique, mais totalement nécessaire à mon sens. Moi, j'étais physicien de métier. Bon. Deuxième exposé, Anthropocène. J'ai travaillé pendant plus de 6 ans dans les déchets, le stockage futur de déchets nucléaires à grande profondeur, à 500 mètres sous terre, enfin bon, je rentre pas dans les détails, dont on m'a toujours dit, du temps que je travaillais là, que c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'homme, ne faisant pas confiance aux artefacts humains, donc à soi-même, utilisait dans la triple barrière de sécurité, en dernier ressort, la barrière géologique. Je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas le temps. Est-ce que vous n'en avez pas parlé, vous n'avez pas évoqué cet aspect des choses? Est-ce que vous considérez que c'est un facteur aussi qui signe l'apparition de l'Anthropocène, tout simplement? Parce que pour moi, je croyais encore vivre dans l'Holocène. Oui, bah bien sûr, c'est sûr que les géologues, enfin là, une fois encore, c'est l'historien qui parle et qui ne connaît rien, mais les géologues du futur, sans doute, pourront repérer l'entrée dans l'Anthropocène, en tout cas le moment de grande accélération dans la prolifération d'éléments radioactifs bizarres qu'on pourra trouver dans des sites, dans ces verbures là, dans des couches géologiques très stables. Voilà, donc c'est sûr que ce sera un très très bon marqueur sans doute et un très bon élément qui plaide en faveur de l'Anthropocène définitivement. Merci beaucoup au public. Merci vraiment d'être venu ce soir et vraiment un grand merci à nos intervenants et à l'acteur qui nous a lu ces extraits de texte. Merci aux échanges avec vous.